Voilà ce colloque venu, il y a longtemps que nous en avions parlé, Michel et moi. Je voudrais saluer en premier lieu la présidente de l'Académie des sciences et lettres de Montpellier, Michel Verdeillon, monsieur le secrétaire perpétuel, nous avons échangé quelques mots tout à l'heure, monsieur le président des Académies des sciences et lettres de France, évidemment, monsieur le maire de Montpellier, c'est un peu tard, il vient de partir, mais j'ai en face de moi un vieil ami qui est le vice-président du conseil départemental, Renaud Calvo. Voilà, et j'ai surtout en face de moi quantité d'amis, vieux amis montpelliérains. J'ai répondu à l'invitation de Michel Verdeillon avec grand plaisir. Je n'ai pas hésité du tout. Et le plaisir d'être à Montpellier, où j'ai habité 40 ans, où j'ai été professeur 20 ans, le plaisir est d'y retrouver toutes sortes d'amis dans cette salle Rabelais où je suis allé X fois, tant de collègues et amis, et certains de très longue date. Beaucoup d'entre eux sont des amis avec qui j'ai participé à des engagements communs et même des combats politiques communs. Le plaisir, enfin, est d'entendre parler de la place des femmes remarquables de cette ville, dont l'histoire est très riche, et d'entendre parler de femmes des siècles passés et qui sont, pour la plupart d'entre elles, restées trop peu connues. Il est significatif, et je vous en félicite, que vous ayez choisi des femmes remarquables de tout milieu, d'activités très diverses, des grisettes de Montpellier aux chanteuses d'opéra, en passant par les femmes de pouvoir. Et évidemment, il y a, au-delà de celles que vous avez choisies, quantité d'autres femmes remarquables à Montpellier dans les siècles passés, et qui ne sont pas encore sorties de l'invisibilité, mais que les travaux de votre académie vont petit à petit faire sortir de l'invisibilité. Et vous avez choisi d'ailleurs, tout à l'heure, nous avions leur message, de placer ce colloque sous le patronage de deux personnes pour qui j'ai beaucoup d'estime, dont Michel Perrault, et j'avoue que je ne peux que regretter que ce ne soit pas elles qui interviennent à ma place, compte tenu de ces travaux sur l'histoire des femmes qui sont uniques et passionnants, sans oublier pour moi les travaux de Michel Perrault dans le domaine du pénal. Elle a préparé, président d'une commission avec Robert Banater, un remarquable ouvrage sur la prison républicaine. Donc même la pénaliste est tout à fait sensible à l'œuvre de Michel Perrault. Il y aurait une façon un peu facile pour moi d'introduire ce colloque en présentant, par exemple, mon histoire des femmes de Michel Perrault. Sans doute cela aurait été très intéressant, mais j'ai pensé qu'il fallait que je me donne un peu plus de peine, et j'ai placé mon intervention sous le regard bienveillant et révolutionnaire au sens premier du terme du principe d'égale dignité des personnes humaines et du lien de ce principe avec l'émergence de nouveaux droits et de nouvelles libertés pour les femmes. Et c'est évidemment, tout simplement, la lecture du programme de ce beau colloque qui m'en a donné l'idée. C'est vraiment la lecture du programme. Toutes ces femmes qui ont retenu votre attention ont ceci de commun d'être des combattantes pour plus de liberté, plus d'égalité, qu'elles aient vécu avant la Révolution française ou après une date qui pour moi est une date forte, la Déclaration universelle des droits de l'homme, avant ou après que le principe d'égale dignité, précisément d'égale dignité des personnes humaines, ne favorise vraiment l'émergence de quantité de droits nouveaux. Alors il se trouve, et c'est un tout petit peu décevant, que les rédacteurs de la Déclaration 1789 n'avaient pas pensé à introduire la notion de dignité, ou n'avaient pas souhaité, ça je ne sais pas si c'est l'un ou l'autre, en tout cas le mot de dignité n'est pas introduit dans ce texte époustouflant par ailleurs. Son article premier n'a pas du tout suffi à déclencher rapidement des avancées significatives sur l'égalité homme-femme,
Et pourtant, n'est-il pas écrit à l'article 1er « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. » Malgré ce, l'égale dignité des personnes humaines ne ressort pas de ce texte et n'est pas ressortie à ce moment-là de ce texte. Il a donc fallu attendre nettement plus longtemps, et vous savez que nettement plus longtemps, il a fallu aussi attendre que d'autres personnes comme Olympe de Gouges, mais même au-delà d'Olympe de Gouges, première pionnière du féminisme, rédige une déclaration des droits de la femme et des citoyennes en 1791, en revendiquant explicitement l'égalité des droits civils et politiques pour les femmes, ce qui ne ressortait pas de la déclaration de 89. Donc, égalité pour les droits civils et politiques. Déjà, cela défiait les normes sociales et légales de l'époque. Cependant, elle non plus n'a pas eu recours à la notion d'égale dignité des êtres humains pour justifier et enraciner l'égalité entre les hommes et les femmes. Cette notion d'égale dignité, on l'a attendue longtemps, on la doit à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui a sorti de l'ombre cette notion si importante, qui en fait est le fondement, n'est pas un droit ou une liberté de plus, c'est le fondement des libertés et droits fondamentaux, et c'est le fondement de la fraternité et de l'égalité. Le très bel article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme est ainsi rédigé, je le relis même si vous le connaissez tous, « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » À lire simplement le programme, puis le résumé de vos interventions, il apparaît évident que toutes les remarquables montpelliéraines des siècles passés dont il va être question ont été explicitement ou implicitement des combattantes de l'égale dignité des hommes et des femmes, ce qui n'est pas encore acquis d'ailleurs, vraiment, qu'il s'agisse des femmes d'action, des femmes de savoir ou des femmes créatrices, pour revenir au programme du colloque. Beaucoup de remarquables montpelliéraines dont vous allez parler furent largement privées, ou même totalement privées, pour de nombreuses d'entre elles, de droits civils et politiques, de droits économiques et sociaux, en tout cas jusqu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale. On se doit quand même de rappeler toujours qu'en France, les luttes pour le droit de vote et d'éligibilité des femmes n'ont abouti, à la différence de nombreux d'autres pays, qu'en 1944, ce qui est relativement, même tout à fait honteux pour nous. Et se rappeler aussi que ce sont une multitude de facteurs économiques, sociologiques, culturels, religieux, qui font cet obstacle. Le programme de ce colloque a ceci de remarquable de balayer 8 siècles dans l'histoire de Montpellier, en s'arrêtant sur des femmes dont nous ne connaissions que certaines d'entre elles, à peu d'entre elles, et c'est pas étonnant puisque même après 1948 et après cet article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme que je vous ai lu, dans de nombreux domaines de la vie sociale, beaucoup de choses étaient loin d'être gagnées, beaucoup de choses sont loin encore d'être gagnées, mais je trouve très remarquable que nous nous penchions ce matin sur les pionnières pour lesquelles ce fut beaucoup plus difficile que pour d'autres. Dans un premier temps, je voudrais analyser un peu plus à fond le sens à donner à reconnaissance de l'égale dignité des êtres humains ou des personnes humaines. Avant d'illustrer mon propos par l'évocation très rapide de celles dont vous allez parler, dont certaines ont œuvré avant 1948, dont d'autres ont œuvré après, et il y a quand même un avant et un après
1948. Ce sera le deuxième point de mon propos. Oui, il y a eu vraiment un avant et un après 1948. Il faut se souvenir que les artisans de la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme, contrairement à ce qu'on pense souvent, ne sont pas tous des Européens. Il y avait toutes les endroits du monde étaient représentés. Il y avait un Chinois dans les rédacteurs, il y avait des gens de l'Est, des gens de l'Ouest. Voilà, on ne le sait pas suffisamment. Et quand on a introduit, sous la houlette, il est vrai, d'un Français, René Cassin, qui en fut l'artisan majeur, cette déclaration assez remarquable, très remarquable, on a voulu que les droits fondamentaux fondés sur l'égale dignité soient en même temps universels et indivisibles. C'était utopique et pragmatique à la fois. Utopique parce que on voit bien, et aujourd'hui plus que jamais, qu'ils sont plus universalisables que universels, et que l'histoire manifeste des périodes de régression, nous en vivons une réellement, et qu'ils sont en principe indivisibles, indétachables les uns des autres. Mais tout de même, ayons tous présent à l'esprit qu'il y a 77 ans, au lendemain de cette épouvantable Seconde Guerre mondiale, le chemin d'un nouvel ordre international a été fondé sur l'éthique des droits de l'homme. Et Emmanuel Levinas aimait dire, et il disait, il redisait, que c'était une philosophie première. L'éthique des droits de l'homme, c'est une philosophie première. Dans les femmes remarquables montpelliéraines que vous avez choisies, il y a France Quéré. Je la cite en premier lieu parce qu'on est dans le champ de l'éthique. Théologienne protestante, elle représente très bien ce mouvement de recherche et d'action fondé sur l'éthique des droits de l'homme, et Gemma Chex se penchera sur ses travaux. Depuis que la déclaration de 1948 a été adoptée, quantité d'autres déclarations, conventions, pactes, protocoles, chartes, etc., ont suivi et ont décliné cette idée d'égale dignité. Je veux citer un seul texte de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à l'article 2.1. « La dignité humaine est inviolable, elle doit être respectée et protégée. » Et dans les explications qui sont annexées à la Charte, il est précisé que la dignité de la personne humaine n'est pas seulement un droit fondamental en soi, c'est ce que j'essaye de dire très souvent, mais constitue la base des droits fondamentaux. Qu'il s'agisse de la formulation de 1948 ou de la formulation de la Charte des droits fondamentaux de l'UE ou de la formulation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'égalité en dignité, c'est vraiment la chose à retenir, et plus qu'un droit fondamental, c'est un principe surplombant dont découlent les droits fondamentaux. Et Paul Ricoeur écrivait très justement à ce sujet que la dignité correspond à l'idée que quelque chose est dû à l'être humain du fait précisément qu'il est humain. Et il ajoutait que le principe de dignité renvoyait à l'essence même de chaque homme. Muriel Fabre-Magnan, dans un article majeur, s'interroge sur le statut juridique. Là, c'est la juriste qui parle. Elle s'interroge sur le statut juridique de la dignité et soutient la thèse qui est largement partagée aujourd'hui d'un statut à part, fondement des droits fondamentaux de l'être humain. Le principe de dignité, et plus encore d'égale dignité, est en fait métajuridique. Et de lui découle un rapport à autrui qui devrait être un rapport qui s'impose dans une altérité recherchée, dans une écoute, dans un intérêt pour autrui, non pas dans une peur, mais dans un rapport à autrui, à un égal à vous-même en dignité. Certains s'inquiètent de ce que la dignité
alors ça c'est les opposants à cette première thèse, soit devenue une notion protéiforme, au contenu multiple, incertain, ambigu. Il n'est pas faux de constater qu'à tout bout de champ, le mot dignité est utilisé à tort et à travers, y compris par la jurisprudence. Mais c'est moins le cas, et ce ne devrait jamais être le cas, du principe d'égale dignité. C'est beaucoup moins flou que la notion même, ou le mot même de dignité. Et c'est l'égale dignité qui fonde la possibilité ou l'obligation même de créer de nouveaux droits pour les catégories de personnes discriminées, privées de certains droits. Il vient à l'esprit immédiatement des séries de catégories de personnes discriminées. Il y en a partout autour de nous. On n'a pas besoin d'aller chercher au fin fond de l'Afrique. Étrangers, pauvres, handicapés, malades, and so on, il y en a bien d'autres. Et il vient à l'esprit encore, bien sûr, les femmes, en dépit de combats qui, pour beaucoup, sont en voie d'aboutissement pour certains droits, comme le droit à l'éducation. On a rappelé tout à l'heure qu'il y avait maintenant autant de femmes médecins que d'hommes médecins, de femmes magistrats que d'hommes magistrats. C'est faux, il n'y a pas autant de professeurs de médecine du sexe masculin que du sexe féminin. Il n'y a pas autant de professeurs de droit du sexe masculin que du sexe féminin. Donc il y a encore un certain nombre d'espaces à gagner, même en matière d'éducation. Et même si je prends cet exemple de l'éducation, parce que dans ce champ-là, effectivement, beaucoup de progrès ont été faits. Parmi les femmes que vous avez choisies comme héroïnes de ce colloque, certaines le sont plus encore que d'autres. J'ai choisi d'en évoquer un certain nombre, pas toutes, vous me le pardonnez, parce que d'abord, il n'est pas question d'effleurer ce qui va être dit, mais parce que certaines, plus que d'autres, sont symboliques de cet avant et après 1948. Cet avant et après 1948 qui permet de sentir bien en quoi 1948 a été un tournant. Alors je vais prendre l'ordre du colloque en commençant par le Moyen-Âge. Georges Duby disait qu'il n'était guère possible d'entendre clairement la voix des femmes tant leur invisibilité était grande au Moyen-Âge, sauf dans des cas très très particuliers. Daniel Le Blévesque tirera des enseignements fort intéressants sur les femmes de ce temps, en raison, et c'est intéressant d'ailleurs, en raison d'une croissance économique significative dans le Montpellier du XIe au XVe siècle, qui permettra en effet à certaines femmes d'acquérir une certaine autonomie. Gérard Dédéian présentera Eudoxie Comnène, une princesse byzantine devenue dame de Montpellier, mais surtout mère de Marie de Montpellier. Mais attention, à l'époque, ces femmes, elles sont toutes des biens, en droit on distingue les biens et les personnes, elles sont toutes des biens dont on dispose, elles ne sont pas encore réellement des sujets de droit qui ont des droits. Et Marie de Montpellier en est un exemple saisissant, dont Christian Nick parlera. Marie de Montpellier, qui est célèbre dans nos mémoires, mais on ressuscitera ce qui manque maintenant dans nos mémoires tout à l'heure. Elle est, quand même, je le rappelle, la fille aînée du seigneur Guillaume VIII. Elle devait lui succéder, mais son père, pour entraver cela, n'hésite pas à la marier à 12 ans, pour l'éloigner. Elle devient veuve, elle est remariée à un homme qui la trompe et la frappe. Elle se saisit alors d'un droit non reconnu, celui de s'enfuir, celui de s'évader, et c'est le droit qu'exercent quantité de femmes dans le monde aujourd'hui. Quand elles sont privées de tout droit, il leur reste celui de s'évader, de traverser des frontières, et d'être bien malmenées quand elles arrivent chez nous. Donc, Marie de Montpellier, elle s'enfuit, elle s'évade, et elle arrive, après la mort de son père, à se faire reconnaître comme seigneuresse de Montpellier. Elle épouse alors le roi d'Aragon, mais on vous le dira, elle n'a pas été plus heureuse pour que cela. Donc, beaucoup d'histoires où l'on voit que sans se révolter, sans désobéir,
il fut quand même impossible à beaucoup de femmes d'être ce que par hasard, par leur vigueur propre, elles ont réussi à devenir. Cependant, Cécile Béguin, qui va traiter de la période 1293-1450, démontrera que par de premiers droits patrimoniaux, et j'ai trouvé ça très intéressant en lisant les résumés, par des droits patrimoniaux dans le Montpellier médiéval, et donc par des voies légales instaurées portant sur la dot, portant sur les donations en particulier, les femmes vont pouvoir avoir accès au patrimoine familial et développer leur capacité de gestion. Elles sont des biens, mais elles vont pouvoir avoir des biens. Et donc, elles vont devenir autre chose que des biens par les biens acquis. Certaines parviendront à tirer du patrimoine acquis un facteur d'autonomie et un facteur d'indépendance. C'est un point qui me paraît extrêmement intéressant. Je saute, parce que vous sautez aussi dans vos femmes remarquables, je saute, comme vous, de la période pré-révolutionnaire à la période pré-révolutionnaire et révolutionnaire. Il faudra quand même attendre le XVIIe ou le XVIIIe siècle pour que surgissent des femmes en lutte collectivement. L'un d'entre vous l'a dit tout à l'heure, il y avait eu jusque-là pas mal de luttes individuelles, mais les luttes collectives de femmes, elles arrivent plus tard. Isabelle Bosted l'analysera en se fondant sur d'importantes archives concernant une révolte de femmes à Montpellier. Et cette révolte fut coordonnée par quelqu'un que vous connaissez, forcément, parce que là, il y a une rue, Élisabeth Buissonnade. Cette révolte s'inscrit dans une lutte pour la justice économique et sociale, c'est très nouveau. Et il est intéressant de noter qu'Élisabeth Buissonnade a donné son nom, je crois, à une rue, mais en plus à un foyer qui, aujourd'hui encore à Montpellier, accueille des victimes de violences familiales. La période révolutionnaire à Montpellier ne se déroulera pas sans les femmes. Non, elle ne se déroulera pas sans les femmes, et heureusement, Jeannine Redon nous le dira. Et là, mea culpa, je dois reconnaître que conseillère municipale de la ville de Montpellier, chargée des fêtes du millénaire de Montpellier, chargée de préparer un dossier pédagogique constitué d'archives sur les 1000 ans de Montpellier, 1985. Honnêtement, dans ces 1000 ans de Montpellier, aucune femme n'est mise en avant en dehors de Marie de Montpellier et aucune pour la période révolutionnaire. C'est absolument consternant et je m'en veux énormément parce que je ne comprends pas comment je n'ai pas fait appel à Jeannine Redon, comment je n'ai pas plus insisté auprès du service des archives pour qu'on trouve au moins une femme. L'année suivante, 2 ans après, j'ai été chargée, comme adjointe au maire, mais j'ai été chargée de cette chose particulière, de préparer un autre dossier pédagogique, distribué comme le premier à 25 000 exemplaires dans les collèges de Montpellier, sur 10 ans de révolution à Montpellier. Et là, j'aurais pu redoubler d'efforts pour faire rechercher des femmes montpelliéraines. J'ai quand même dans le dossier pédagogique, par chance, et je le dois certainement à l'archiviste, une évocation dans le dossier pédagogique sur la Révolution à Montpellier. Et notre fête montpelliéraine sur les 2 siècles de Révolution s'inscrivait dans les manifestations nationales sur le bicentenaire de la Révolution française. Dans notre dossier sur la Révolution, il y a quand même un texte montpelliérain très remarquable qui s'appelle « Leçons républicaines à l'usage des enfants qui commencent à lire ». Il n'est déjà pas écrit des petits garçons, il écrit des enfants. Et c'est 1796. Et on y lit ceci sur l'égalité. « Le peuple français seul est souverain, c'est-à-dire maître, et seul il peut se donner des lois à lui-même. Car tous les hommes étant égaux par nature, et c'est en italique dans le texte, aucun homme ne doit imposer sa loi à un autre. » Et dans cette adresse, aux filles et aux garçons, c'est bien dit,
L'égalité en dignité qui bouleverse l'égalité simplement en droit apparaît vraiment en filigrane dans l'expression « tous les hommes étant égaux par nature ». Et puis ça s'adresse aux petites filles et aux petits garçons. Et c'est seulement 150 ans plus tard que nous avons franchement la reconnaissance de l'égalité des êtres humains. Nous passons au XIXe siècle, puis aux grandes guerres, 14-18, 39-45, et au regard des femmes dont il va être question aujourd'hui et demain, il est quand même très intéressant de noter leur entrée très difficile dans les lieux de pouvoir. Très difficile. De façon générale, l'éducation des femmes a donné lieu vraiment à une longue marche, qui a commencé bien avant le XIXe siècle. Et la réforme protestante, par exemple, centrée sur la lecture de la Bible, ne pouvait que favoriser la lutte contre l'illettrisme des filles. Et il y en a eu toutes sortes de conséquences. D'une autre façon, quelques précieuses et autres dames de Montpellier ont été, dès le XVIIe siècle, des ambassadrices de la conversation et des lectures sur lesquelles converser, et Christian Nick vous en parlera. Il y a eu aussi, assez vite, des Montpelliéraines dans l'ombre de la science, sur lesquelles s'est penchée Muriel Gage, je l'écouterai avec beaucoup de plaisir. Puis n'oublions pas, c'est vrai, quantité de pionnières en médecine qui ont dû lutter avec leur famille pour pouvoir faire de la médecine. Il faut le savoir. Dans les familles bourgeoises, il n'était pas bien vu qu'une femme, à l'époque, qu'une femme fasse de la médecine. Aujourd'hui, on s'en félicite, pas à l'époque. Il faudra là toute une table ronde, vous avez prévu toute une table ronde pour en débattre. Nombreuses sont celles qui ont dû batailler avec leur famille, ça je viens de le dire. Dans le domaine de l'histoire, vous avez évidemment retenu la grande Louise Guiraud, et Béatrice Bacouche a choisi pour titre de son intervention le Montpellier de Louise Guiraud. Louise Guiraud est cette historienne exceptionnelle, elle a bien sa rue à Montpellier. Elle fut au fond la première à être admise, la première femme à être admise à la Société d'archéologie de Montpellier. Il y aurait tout un colloque, je pense, à consacrer à la difficile entrée des femmes dans les sociétés savantes. Je le dis à propos de Louise Guiraud, qui a eu beaucoup de peine à entrer à la Société d'archéologie, mais je pense qu'on a beaucoup de peine à entrer dans les académies et que le pourcentage âme-femme, c'est pas typique de Montpellier, partout en France, c'est 10% pour 90%. Ça n'est absolument pas caractéristique de Montpellier. Mais là, il y a quand même un problème aujourd'hui. Clair. Il est aussi intéressant que ce colloque mette en avant des femmes dans le champ des arts, plus proches de nous, historiquement. Il y a eu des femmes créatrices à Montpellier, quelle que soit l'époque, avec Carole Talon-Hugon, Michel Verdeillan, Jacques Matteux, Élisée Lopez. Vous en serez convaincus si vous ne l'étiez pas déjà, mais vous l'êtes sans doute déjà. Certaines sont des contemporaines, on est déjà après 48, certaines, oui, sont quasi vraiment des contemporaines. Alors, la reconnaissance en 48 de l'égale dignité des personnes humaines a eu un effet d'entraînement certain. En même temps qu'ont commencé à se multiplier les actions collectives des femmes et qu'ont commencé à émerger des féminismes successifs. France Quéré représente un des premiers féminismes, je n'en dis pas plus, Gemma Durand vous le dira. Ensuite, le féminisme suivant s'est beaucoup consacré aux droits sexuels et reproductifs, et aujourd'hui, enfin, sortent de l'ombre les violences sexuelles et sexistes. Concernant les droits économiques et sociaux, l'égalité en dignité des femmes et des hommes n'a pas encore tous les effets attendus, et loin de là, qu'il s'agisse du plafond de verre dans le déroulement des carrières, de l'égalité des salaires en dehors de la fonction publique ou du droit à la santé. Ainsi,
dans un article du Monde de la semaine dernière, ont noté que l'accès aux soins est plus difficile pour les femmes. De nombreux médecins eux-mêmes font le constat que la santé des femmes est encore mal comprise, trop souvent ignorée par le monde médical, en raison du statut social d'un certain nombre d'entre elles. Et il y a parmi vous dans cette salle certainement des personnes qui en font le constat. Le combat pour garantir l'universalisme ou l'universalisation et l'indivisibilité des droits humains, dont le fondement est cette égale dignité, a ce site particulier qu'il n'est jamais abouti. C'est donc passionnant pour nous tous de combattre pour que, en tout cas, il ne s'arrête pas, il continue. Vous voyez qu'il continue en matière de consentement, que les députés sont en train de débattre de l'introduction de la notion de consentement dans la définition du viol, mais ce n'est pas abouti. Mais bref, dans ce domaine des femmes remarquables, il y en a eu beaucoup plus que les quelques-unes que vous avez fort heureusement détectées. Et puis, je dois dire qu'on peut être actuellement en train de désespérer. La situation géopolitique présente pourrait nous faire tous désespérer sur ce sujet. Tant les régressions sont importantes, ailleurs qu'à Montpellier, en allant légèrement plus loin. J'ai énormément parlé des droits de l'homme. Certains et certaines peuvent se demander pourquoi, mais vous avez certainement compris pourquoi, ou en tout cas se demander les droits de l'homme, au fond, qu'est-ce que ça change quand on voit aujourd'hui la situation géopolitique. Alors ce titre, Les droits de l'homme, qu'est-ce que ça change? C'est le titre d'un livre tout récent de Valentine Zuber, historienne, que je vous recommande, petit livre, tout à fait intéressant. Eh bien, cela change que pour les hommes comme pour les femmes, il y a une espérance commune. Il y avait implicitement ou explicitement cette même espérance commune pour toutes les femmes du temps passé, dont nous allons maintenant écouter les passionnants récits de vie. Je vous remercie.